Comme je ne peux pas prétendre jouer un James Bond, j'essaye de créer un scénario afin qu'il soit joué par des acteurs professionnels. Voilà ce qu'est mon but. Mon livre s'intitule La chance de mourir. Je sais que moi, personnellement, je ne pourrais pas faire un James Bond ou jouer le rôle d'un James Bond, alors j'essaye de raconter ces histoires sur le net afin d'avoir gain de cause à pouvoir faire quelque chose pour le cinéma marocain. J'espère que vous me comprenez qu'il faut développer le cinéma marocain et qu'il doit passer à des étapes supérieures. Alors le livre va commencer dans quelques instants, je vais faire un récit de cette histoire qui est assez longue quand même, et j'espère que je serai compris à ce sujet. La chance de mourir. Il faisait nuit à Londres à présent. Un taxi londonien de couleur sombre s'engagea sur une artère routière non loin de la Victoria Cross Railway Station. Un vent frais soufflait, doucement, telle une brise maritime, semblant chasser le fog qui montait de la Tamise. Des automobiles sport roulaient, les codes allumés et accélérés dans des virages serrés. Devant la gare, un homme marchait sur le trottoir propre en fumant une pipe en bois. L'odeur était fort agréable, et tout le monde reconnaissait le tabac Amsterdam à des dizaines de mètres aux alentours. Qui était donc cet homme aux cheveux blancs et à l'allure débonnaire, revêtu d'un pardessus gris, la tête bien coiffée, semblant ignorer toute personne se déplaçant à ses côtés. Il continua sa marche vers des bureaux aux fenêtres allumées, mais dont les verres ne laissaient supposer aucune ombre dans cette construction. Les immeubles du MI6 étaient inconnus du commun des mortels. L'homme arriva à hauteur d'une entrée principale. Il introduit une clé électronique qui émit un son codé et un étrange soubresaut. Puis il poussa la porte en disant « Q » dans un interphone sur le mur de l'accès. Il se dirigea vers un ascenseur et plaça sur un œil électronique sa carte d'identification. L'ascenseur s'activa immédiatement et Q voyait descendre vers lui la cabine à une vitesse vertigineuse, faisant défiler les numéros d'étage à un rythme époustouflant. Les bureaux étaient visiblement un édifice administratif d'une centaine d'étages. Une voix creva le silence des lieux dans un petit haut-parleur incrusté dans l'ascenseur. « C'est vous, Desmond ?» Nous vous attendions. L'homme eut un regard de stupéfaction. Il voyait s'inscrire le numéro d'étage en verre lumineux sur une plaquette de cet ascenseur situé en hauteur au-dessus de la porte principale. Elle afficha la valeur 99. Desmond comprit qu'il était au 99e étage des nouveaux bureaux du MI6. Scotland Yard avait financé ces nouveaux bureaux d'investigation après la destruction par explosion d'un édifice ancien par des terroristes internationaux. Enfin, la porte coulissante s'entr'ouvrit après un bruit lent et étrangement pneumatique. Une soufflerie s'était enclenchée, expliquant des jets de gaz désinfectant les alentours. Q marcha dans un corridor tapissé et agréable, donnant un aspect de confort intense à ses pieds chaussés qui semblaient flotter en marchant. À mesure qu'il progressait, des petites lueurs d'ampoules violettes s'allumaient dans les coins entre les plafonds et les murs. Une immense porte entr'ouverte donnant accès à un bureau administratif. Q reconnut une personne familière tenant une pipe entre ses lèvres et s'activant sur un PC de bureau. C'était M ou Monsieur. Q discerna un identifiant sur le bureau. Le prénom Bernard y était inscrit. L'homme répondant à ce prénom désigna à Q un fauteuil pour s'asseoir en face de lui. Les rapports internationaux d'Interpol ne sont plus les mêmes après l'effondrement de l'URSS, affirma-t-il. Notre collègue le général Gogol est injoignable, Q. Des activités terroristes se sont multipliées partout, continua M. Cet élan incontrôlable d'anarchie a créé une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La communauté internationale est lésée dans son ensemble et dans ses moindres structures, banques mondiales, FMI, ONG, centres de réfugiés. Q reprit. Monsieur, une enquête a été planifiée pour trouver les origines véritables de cette crise et l'éradiquer. L'ONU s'est engagée de mettre tous ses moyens possibles pour venir à bout de cette équation infernale. Le Conseil de sécurité, après un vote, a décidé d'engager un potentiel important pour contrôler la crise actuelle et définir tous les quotas imaginables afin de retrouver la paix économique et politique d'autrefois. M s'adressa dans un système de communication en appuyant sur un interrupteur. « Miss Moneypenny, veuillez m'apporter le dernier dossier concernant les finances, je vous prie. » Une porte s'entr'ouvrit
Miss Moneypenny apparut tenant dans ses bras une chemise en papier emplie de feuilles écrites et imprimées. Elle ne portait visiblement pas de lunettes, la chevelure blonde, l'allure désinvolte. Elle déposa les documents sur le bureau, habillée élégamment d'un ensemble bleu ciel, son col dégagé, souriante. M la dévisagea un instant et sans un reproche lui dit « Merci », il s'activa à allumer une pipe de taille moyenne après l'avoir bourrée de tabac. M saisit le dossier principal de sa main droite. Il tira quelques rapides bouffées, en actionnant un bouton qui mit en marche un climatiseur dont la ventilation laissait percevoir un son agréable. « Miss, rappelez-moi de changer le téléphone, sa sonnerie est stressante et fort désagréable. » Miss Moneypenny se retourna et sourit, refermant derrière elle la porte d'accès des bureaux vers son secrétariat. Aussitôt, dès que M sut qu'elle était installée dans son bureau, il actionna un dispositif de communication téléconférence bureautique et son image lui apparut sur un petit écran. « Miss, je veux que vous contactiez 007. Trouvez-le-moi rapidement. Q vient de m'informer d'une urgence concernant nos services. » En effet, Q avait placé une feuille de papier doré, code expliquant la demande de l'agent, précisément le Commander Bond de la section 00. M souffla un long volume de fumée. Il regarda son bracelet-montre dont les chiffres en caractères quartz brillaient de couleur rouge. Il lut 19h57. Miss Moneypenny intervint aussitôt dans le système de communication à écran. « Monsieur, je viens d'envoyer un signal codé à notre agent. Il nous répondra dès que possible. Je vous informe cependant que la validation Londres est négative, mais les valeurs Tanger, Bangkok, Boston, Le Caire, Athènes sont au vert. » M eut un léger rictus. Les bureaux du MI6 devraient fermer leurs portes à 20 heures. Les renseignements britanniques vont embaucher 1000 personnes d'ici 2020. Mais difficile de trouver des personnes qui n'ont pas laissé une trace sur les réseaux sociaux, dit M en quittant les bureaux du MI6, accompagné de Q. Ils déambulèrent vers la rue discrètement pour marcher dans une avenue vaste et fortement éclairée. Q s'adressa alors à M en ces termes précis, s'assurant de leur solitude, bref, s'ils n'étaient point épiés. Au Royaume-Uni, dénicher les nouveaux James Bond s'avère de plus en plus complexe. La célèbre MI6, Military Intelligence Section 6, va augmenter ses effectifs de 40%, ce qui correspond à sa plus forte expansion depuis la guerre froide, rapporte la BBC. Alors que les services secrets du Royaume comptent actuellement 2500 employés, le gouvernement souhaiterait en recruter 1000 de plus d'ici 2020. Les nouveaux employés seront répartis entre le service de sécurité intérieure, le MI5, et le service de communication du gouvernement, le Government Communications Headquarters, GCHQ, ces deux entités étant chapeautées par le MI6. En réalité, ce plan de recrutement massif ferait partie d'un engagement plus large pris par le Royaume-Uni en 2015, qui promettait déjà l'ouverture de 1900 postes supplémentaires dans le domaine de la stratégie et de la sécurité. « Je sais, Q, répliqua Ebb, le regard froissé. Un tel renforcement des effectifs devrait permettre de répondre aux évolutions technologiques et numériques qui mettent à mal les services du MI6. Mais à une époque où presque tout le monde a déjà laissé au moins une fois sa trace sur Internet, principalement via les réseaux sociaux, il est très difficile pour les services de renseignement de créer de fausses identités pour ces agents afin qu'ils bénéficient d'une couverture optimale. La technologie de reconnaissance faciale notamment atteint un tel niveau qu'il devient très facile pour des personnes malveillantes de retrouver des photos d'agents mises en ligne sous leur véritable identité avant d'intégrer les services secrets. Q dit alors: Mardi, l'une de ses rares apparitions en public à l'occasion d'une conférence sur la sécurité nationale à Washington, D.C., Alpha Yankee, le chef des services secrets britanniques depuis 2014, a exprimé les craintes du MI6 de voir ses opérations sensibles devenir de plus en plus vulnérables et à la portée de réseaux d'espionnage étrangers ou de groupes militants ayant développé de très fortes capacités de piratage. La révolution de l'information a fondamentalement changé l'environnement dans lequel nous opérons. Dans 5 ans, il y aura 2 types de services secrets. Ceux qui auront compris le tournant numérique et prospéré dessus, et les autres. Et je suis déterminé à ce que le MI6 soit dans la première catégorie, a-t-il fait savoir. Nos adversaires, qui opèrent en toute illégalité, ont désormais les moyens de rendre nos activités lisibles. Ainsi, nous devons complètement changer la façon dont nous faisons les choses. Et à M de dévoiler le regard labourant les alentours.
Durant son discours, le chef du MI6 est également revenu sur la menace du terrorisme islamiste en Occident, affirmant qu'elle pourrait persister pendant des années. Pour Alex, la reprise des territoires occupés par le groupe État islamique, EI, ne suffirait pas à résoudre les profondes divisions au niveau mondial qui attisent les conflits entre communautés. Derrière un large bureau luxueux, et assis confortablement, un homme ne montrant pas son visage ricané d'un air méchant, et parlant au téléphone, sa tête chauve brillante sous la lumière tamisée des lieux, dégageait de fortes sudations. Il toussa d'une façon vulgaire et cracha dans un récipient à même le sol. « Je veux que tu liquides ces types demain sans attendre, Darkness. Je pense que nous avons été infiltrés. » Sur un mur derrière lui, une étrange tapisserie figurait une immense pieuvre noire, dont les bras étaient ornés de noms de personnes sans doute d'horribles criminels liés à cette organisation mafieuse dénommée Spectre ou le Smerch. L'accès de ces étranges bureaux était quelque part situé dans une construction à l'allure austère. Tu iras dans l'area ou zone de montagne proche de l'abri, et là tu feras ta triste besogne, 100 000 $ comme convenu. Je ne veux plus entendre parler de ces types. Mais laisse la femme, je veux la garder quelque temps encore. Sa voix enrouée avait pris un aspect cassé. Lugubre, il ricana et coupa la communication avec force, craignant sans doute une infiltration indésirable. Dans une cabine téléphonique, Baron Darkness souffla un long soupir, déposant le bras d'écoute téléphonique doucement et regardant d'une façon furtive tout autour de lui. Bam, qui vive, quelques chats de gouttière se disputaient en miaulant d'un air féroce. Baron Darkness était l'homme de main de Blofeld, son lieutenant principal dans le jargon de la mafia. Blofeld avait décidé de tuer des personnes. Il voulait en finir avec 4 types travaillant sans doute à son compte. Une 5e personne, une femme, était gardée en otage. Sa question devait être liquidée par la suite. Elle portait le prénom de Sortilège. Et Ernest Stavro Blofeld avait son identifiant dans ses mains comme une carte avec photo. Il dit « La crapule, elle m'a trahi. Elle doit payer cela. » Ses yeux s'emplirent de larmes, il sentit son cœur s'endurcir, ses petits yeux sans vie n'arrivaient plus à laisser perler des larmes, son souffle haletant doucement exprimait la tristesse, la haine et un dégoût de tout. Le numéro 1 de Spectre avait une nouvelle fois perdu son amour. Celle qui devait être la mère de ses enfants l'avait lâché, en dévoilant certaines de ses intentions criminelles. C'était ce que révéleraient des enregistrements qu'il avait soigneusement mis en place sur son téléphone personnel. Sortilège avait communiqué des informations pernicieuses à son égard. Elle avait révélé son projet d'île artificielle au large des côtes marocaines, où il était censé inviter des gentes dames seules pour des nuits roses et raffinées. Blofeld avait pertinemment calculé l'existence d'une piste pouvant accueillir des jets privés où de jolies femmes seules trouveraient leur plaisir dans la nudité et le secret de profiter de ce que la vie donnerait de meilleur. Un hôtel à étage figurait sur une photographie et quelques hangars abritant une armada de sécurité. Tout avait basculé lorsque Blofeld entendit ou perçut le code ICAO de l'aéroport GHSN. Dans ses communications secrètes, rouge de colère, il avait déduit que son île paradisiaque, projet cher à sa personne, avait fait de lui un simple Pinocchio, un pantin manipulé par cette garce de Sortilège à laquelle il voulait tout donner. La piste pouvant accueillir aussi des jets militaires de dernière génération, son diabolique projet de détourner le Zyklud, un bombardier marocain inconnu, avait capoté. Les 4 militaires félons dont il avait ordonné l'exécution ne pouvaient plus échapper à leur sort. Un site de montagne inconnu où ils étaient détenus. Baron Darkness devait s'associer à lui pour cette triste décision, et son prix faramineux, 100 000 $ par tête de traître. Telle était sa décision. Chapitre 2. L'information Boscombe Down. Baron Darkness avait rejoint un refuge, un lieu insolite, non loin du site, qu'il devait repérer sur une carte. La dénomination en alphabet radiolu laissait deviner le code Charlie India November Echo Mike Alpha Test. Il devait voir la zone sur la carte satellite de son portable à écran. Il vit un lieu montagnard, enneigé, où figurait une petite Land Rover et une construction, une simple maisonnée au loin sur un flanc de montagne, et était érigée une tour de garde supplantée d'un drapeau rouge. Baron Darkness
devait s'infiltrer discrètement dans cette zone et finir son travail. Il trouva des directives pour son armement, une carabine militaire M4 Grenade, un flingue Socom calibre 45 silencieux, des charges explosives dont le tissu était vert olive et quelques grenades à retardement. Tout était là, camouflé par des instructions de Blofeld sous une vieille armoire en bois. Des directives en détail étaient expliquées dans un dossier nommé « Cinéma Test ». Au matin, installé au bureau, M reçut un message de Miss Moneypenny sur un système d'écoute. « Monsieur, le ministre de la Défense veut avoir une entrevue d'urgence. Dois-je le faire patienter quelques instants » demanda la secrétaire. « Non, absolument pas. Je préfère l'accueillir immédiatement. Faites-le entrer. Ou laissez-nous avoir une séance à huis clos, dans un vestibule spécialement aménagé et où aucune information ne pouvait filtrer. Les deux hommes se retrouvèrent autour d'une table pour parler en secret. « Bonjour, Bernard, j'ai des choses absolument invraisemblables à vous révéler. Un porte-parole anonyme vient de nous contacter et nous a révélé des propos insensés sur l'État islamique, l'EI. Figurez-vous, reprit le ministre de la Défense, que la bannière de l'État islamique, contenant une calligraphie religieuse, n'était en réalité qu'une simple allégeance de peinture ou décalcomanie pour jouer imaginaire. » Le visage de M eut un aspect interrogateur. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. Une simple société de jouets en formation a vu ses modèles dérobés, et l'étrange coïncidence nous a expliqué qu'une bannière de guerre a été levée pour des motifs absolument innocents. En un mot, des individus inconnus ont volé la société de jouets, et malheureusement, l'étendard de guerre de cet État islamique désigné pour être une république de Noël, au pays de nulle part, et favoriser le bonheur des petits-enfants, s'est muté en chose abominable et de désolation. Bref, pour des jouets, là où Noël peut exprimer des jouets. Le visage de M s'abaissa. Un air de désolation fut ressenti dans son caractère. « Oui, reprit le ministre de la Défense, l'incroyable s'est produit. Vous voulez que je comprenne que tous ces morts dans la guerre contre l'État islamique sont défunts pour une juste cause, non pour une idéologie islamiste diabolisée, mais pour un acte fortuit indépendant de la conscience humaine. » « Absolument, reprit le ministre de la Défense. » Les deux hommes se regardèrent pensifs. Ce conflit horrible et incessant n'avait pour base ni idéologie d'expansionnisme, ni criminalité envers un rejet de religion, ni toute forme de volonté de puissance, de quelque nature qu'elle soit. Il n'était plus qu'un stupide accident de politicien, dont le sens moral était à présent assouvi, après tant de recherches et de dénouements. Les puissances militaires dirigées contre cet État islamique commençaient à se rendre compte petit à petit de l'erreur des évaluations et de toutes les stratégies. Ils étaient à présent bien conscients que leur massacre de masse des populations civiles n'était qu'un douloureux accident de la gestion de guerre. L'erreur la plus abjecte avait été commise aux yeux de l'humanité. La stupidité criminelle, un grand général polonais avait dit lors de la Seconde Guerre mondiale, « On fait la guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. » La haine envers l'État islamique, face au terrorisme, était devenue aveugle. Des puissances de feu colossales avaient été déployées pour un vecteur ou idéal qui n'était pas fondé, pour une simple décalcomanie de jouets mutés en étendard de guerre, sans que personne n'eût le temps d'intervenir ou de donner des directives pour corriger ce qui se doit. En un mot, l'innocence et l'acte de faire du bonheur des petits-enfants fut maquillé en monstruosité avec le nom du Seigneur inscrit dans l'étendard. Comment cela fut-il possible ? Ne pouvant y avoir de mensonge avec le nom du Seigneur. L'incompréhension avait abouti à la criminalité. Ceux qui abattent les empires et élèvent les royaumes de Dieu avaient dérapé dans leur estimation. Ils avaient oublié la volonté de Dieu, Seigneur des mondes, et sa toute-puissance. Elle n'est pas la volonté d'un groupe de puissants et de fortunés, elle est sa singularité. Miss Moneypenny annonça. « Monsieur, notre agent 007 est là. Dois-je lui dire d'entrer ?»« Oui, miss, faites-le entrer. » Bond se présenta à M. «
Asseyez-vous, 007, nous avons du pain sur la planche, dit M, les sourcils froncés. Bond promena son regard d'un mouvement circulaire. Il salua le ministre de la Défense et vint s'asseoir sur une chaise dans l'Assemblée. Plusieurs rapports d'enquête de police de nos services ont révélé l'existence d'une activité illégale concernant le fret aérien de passagers au large du Maroc. Il s'agit d'une île artificielle située à la limite des 22 nautiques entre les eaux du Maroc et celles considérées internationales. Des photos satellites prises par nos homologues américains, la NASA, ont dévoilé une piste de 1500 pieds pouvant accueillir un trafic aérien illégal. Cette île n'appartenant pas au royaume du Maroc, ni au Portugal, ni à l'Espagne, elle reste une construction privée entre deux eaux, bien calée à l'intersection du Maroc et des eaux internationales. Non, ce n'est pas de l'île Perejil dont il s'agit. Ce site artificiel pourrait abriter en plus le lancement de fusées de classe SpaceX Dragon, appuyées par une puissance extrême orientale dont je tairai le nom. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir en plus d'un trafic de stupéfiants? Demanda le ministre de la Défense. Non, monsieur le ministre. L'enquête du Narcotic Bureau n'a révélé aucun trafic de hashish, ni de frais maritimes dans ce sens, dit James Bond. Des photos secrètes ont dévoilé plusieurs tirs de fusées qui ont brièvement satellisé un nombre de TUG, des cargos de l'espace à plus de 250 km d'altitude. Le programme STS ayant été abandonné, cette puissance de l'ombre est en train de nous obliger à arrimer ces cargos à la station ISS. 007, votre nouvelle mission est nommée « La chance de mourir », dit M. Si vous pensez avoir l'adage de tuer en service commandé de la section 00. Des services de renseignement récents ont établi la surveillance de cette île par plus de 64 états-majors de forces armées. Des forces militaires européennes commencent à se détacher de nous. Ils parlent de Brexit et affirment espérer en une grande Europe économique wagnérienne au sens musical, mais ayant tranché totalement avec le sinistre passé. James Bond saisit le dossier intitulé « La chance de mourir ». Il se leva de l'Assemblée, salua dignement et s'en fut vers les bureaux de Miss Moneypenny. Celle-ci était occupée à trier des feuilles écrites. Il entra à pas de loup, elle le reconnut et sourit. « Oh, James, vous ici » fit-elle surprise. James Bond sortit une petite rose de son veston et la lui tendit. « Franchement, Miss, je ne sais pas si je vous aime vraiment ou pas, Miss Moneypenny. » Prit la petite rose qui sentait bon, la regarda dans les yeux et dit « Pourquoi est-elle bleue? Que signifie cette couleur ?» James eut un sourire narquois et lui dit « C'est à vous d'en trouver le sens, il est rarement connu du langage des fleurs. » James, l'air ahuri s'éclipsant peu après, laissant Miss Moneypenny sentir la fleur qui avait un parfum très agréable. Bond sortit peu après des bureaux du MI6. Il était au volant d'une Aston Martin DB10, un véhicule qui faisait sensation en accélérant dans l'avenue principale. Loin de là, le soir même, dans une construction d'hôtel sur l'île artificielle de Blofeld, s'éveilla Sortilège en sursaut. Elle était venue pendant la matinée par voie aérienne. Un jet l'avait déposée sur la piste de l'île sous ordre de Blofeld. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et vit un immense territoire éclairé, tel un quartier sans aucune construction, quelques hangars militaires pour avions et un fast-food, d'autres hangars au loin de frais commercial. Elle était visiblement située au 6e étage et avait une vue splendide nocturne sur l'île en activité et au loin la côte marocaine. Bien arrivé chez lui depuis des heures, Bond lisait attentivement le rapport d'intervention décidé par ses supérieurs pour arrêter Blofeld. Les services secrets lui avaient révélé la marche à suivre pour arriver sur l'île GHSN et lui avaient communiqué le prénom de la jeune femme qui était passée dans leur camp. Et Bond savait qu'elle se nommait Sortilège et était en danger. C'était ce que lui révélait une information codée, arrivée quelques minutes seulement d'une base militaire nommée Boscombe Down. D'autres informations donnaient de plus amples explications. La position exacte de l'île récemment localisée par satellite en degré nord de latitude et en degré ouest de longitude. Un autre rapport précis son mode d'intrusion et les moyens adéquats pouvant le laisser quitter l'endroit indemne. Mais il devait mettre son agent allié au courant. Sortilège devait savoir ou connaître certaines données le concernant et même son programme temporel d'intervention. Sans cela, sa mission ne pouvait résulter qu'en un échec. Lui restait une des phases clés de l'opération,
Comment la contacter? L'île était bien gardée. Il devait infiltrer un message rapide et qui ne devait jamais mettre au courant le patron mafieux principal. Boscombe Down avait décidé de le parachuter au-dessus de l'île, mais la surveillance y étant accrue, un rapport envoyé à Q insinuait l'utilisation d'un jet ski. Bond devait donc atterrir sur l'île en utilisant un gadget, un scooter de l'air, un VTOL. L'engin volant pouvant se poser partout, son autonomie et son camouflage coïncidaient parfaitement à ce genre de mission. James Bond devait quitter l'aéroport désaffecté d'El Jadida pour voler de nuit pendant un quart d'heure au-dessus des flots et poser son gadget volant sur l'île artificielle, dans le plus grand secret. Le jet ski, n'ayant pas une signature sonore importante, son vol presque silencieux n'éveillerait aucun soupçon de la surveillance. Il pouvait même se faufiler entre de gros jets ou rester dans le sillage d'un Boeing et atterrir sur l'île en toute sécurité. C'est ce dont Q informa Bond, une séance secrète après qu'il l'eut contacté. James, des informations ultra-sensibles nous ont été parvenues concernant votre mission. Le jet ski vous sera utile pour atteindre cet îlot artificiel qui a surgi récemment à cette position. Q fit projeter sur un écran une vision détaillée de la situation géographique dans un simulateur de la piste et des constructions. Bond prit des notes pour mémoriser les heures adéquates de son intervention. Nous allons appuyer des forces alliées pour votre intervention sur cette île. Vous essayerez de vous faufiler entre ces hangars et atteindre cet hôtel pour y récupérer notre agent allié qui porte le prénom de Sortilège. Voici un de vos gadgets importants, ce petit GPS 500 Garmin portable qui peut vous diriger sur n'importe quel aéronef. Vous pouvez l'activer pour fuir l'île sur un éventuel hélicoptère présent sur cet airstrip marin. Nous vous donnons ce mandat d'arrêt contre Blofeld puisqu'il aurait commandité de tuer 4 personnes par une personne interposée. C'est ce dont Sortilège nous a livré comme précieuse information. Son homme de main serait un certain Baron Darkness, dont voici la photo. Chapitre 3. Un regard de furie. James, continua Q, vous devez à présent penser vous remettre en forme dans une de nos cliniques spécialisées à Boscombe Down, proche de la base militaire de l'OTAN. Voici vos réservations. Au revoir, 007, et bonne chance pour votre nouvelle mission. Bond saisit les documents et quitta les bureaux discrètement. Pendant qu'il se dirigeait vers les garages, une jeune femme lui tendit une enveloppe et souriante lui dit « Je suis un de vos contacts pour cette mission. Je vous retrouve bientôt en Écosse. Appelez-moi Holly Goodhead. » Bond marchait vers son automobile. Il pensait qu'il devait rejoindre l'Écosse sans perdre de temps. Il demanda sans penser « Devrais-je vous emmener avec moi, Holly? Je vais en Écosse et nous y serions rapidement avec ça. » Il désigna l'Aston Martin DB10. Holly jeta un regard furieux vers sa montre et dit « Oui, parfaitement, vous accompagner sera plus intéressant que d'y aller seul en avion. » D'ailleurs, le billet low cost de la Ryan Airlines pourra être utilisé vers une autre destination. Dès qu'elle fut installée, Bond démarra en trombe. Sur l'autoroute qui le menait vers le nord, à Boscombe Down, Bond roulait rapidement. Assise à côté de lui, Holly somnolait doucement. Le trajet était assez long, il devait cependant durer quelques heures. La base aérienne de Boscombe Down était une des bases stratégiques de l'OTAN, et Bond étant commandeur, cela devait coïncider de le parachuter par voie de l'air au-dessus de l'île de Blofeld. Pendant qu'il roulait, un bombardier Avro Vulcan les survola à basse altitude. James Bond reconnut un des principaux appareils utilisés pendant la guerre froide. Un stage de l'armée de l'air lui avait appris comment le diriger. Sa mission stipulait que lorsque le Vulcain serait sur l'île artificielle, il pouvait le rapporter à sa base initiale. D'ailleurs, un rapport secret établi pour sa mission le tenait informé de cette éventualité. Le bombardier britannique devait s'y poser pour décharger un volume commercial tenu secret. Dès qu'il serait à Boscombe Down, Bond devait se diriger vers une clinique spécialisée pour s'y reposer et se remettre en forme. Une équipe médicale y attendait, un staff du MI6 bien sûr, et Holly faisait partie de cette équipe. Ayant rapidement lu quelques pages de son ordre de mission, la veille, James Bond était déjà au courant que le docteur Holly Goodhead faisait partie du staff médical, mais ce qui le mettait à mal dans son esprit était le chargement inconnu qui devait être dérouté vers l'île artificielle. Le mot volume le laissait perplexe tout en continuant sa route à plus de 90 km/h, il pensait inlassablement que ce volume pouvait être illégal. Mais quoi donc? De la drogue? Des armes secrètes? Bond se rappela que le Narcotic Bureau l'avait informé qu'aucune drogue n'était mentionnée dans les activités liées à l'île artificielle.
Il décida de s'arrêter dans une aire de repos sur l'autoroute. Boscombe Down n'était pratiquement plus qu'à une demi-heure de trajet. Il se gara devant un café pizzeria, sommant Holly de le suivre. « Vous prendrez bien quelque chose de chaud, nous avons suffisamment roulé. Vous devez avoir faim. » Ils quittèrent le véhicule pour entrer dans le lieu de restauration. « Un café bien chaud ?» demanda Holly. « Une assiette de croissant avec beurre et confiture aux fruits rouges et un café au lait, dit Bond. » L'agent scruta sa montre. Il était 11 heures du matin. Ils avaient bien roulé, étaient visiblement dans les temps pour mener à bien leur mission. La faim rendait le regard de Bond assez dur. Ses yeux étaient fixés, ses sourcils froncés. Ils s'installèrent à une table et mangèrent avec appétit. Bond et Holly reprirent le chemin vers la clinique près de Boscombe Down. Il se mit à pleuvoir, mais l'Aston Martin de James roulait bien stable à 80 km à l'heure. Il ne restait plus que quelques minutes pour atteindre la clinique qui aiderait Bond à se remettre en forme. James ne cessait de penser comment il atteindrait l'île de Blofeld, où une jeune femme en danger devait perdre tout espoir de survivre. Loin de là, à des milliers de kilomètres, Ernest se posait sur l'île dans un 747-400. Le pilote décida de freiner au maximum car la piste étant très courte, il ne pouvait que se voir quitter la piste pour l'océan. Mais la fabuleuse gestion du Jumbo le faisait s'agripper au sol par une force prodigieuse. Le gros jet s'arrêta satisfait du vol. Blofeld descendit l'escalier vers l'accès de l'île. Une petite auto pareille à un caddie de golf l'attendait au sol. Dès qu'il fut installé, l'engin à propulsion électrique prit la direction du fast-food. Blofeld vit stationner le petit véhicule. Il commanda des hamburgers qu'il avala rapidement et demanda au chauffeur de se diriger vers l'hôtel principal de l'îlot. Un hélicoptère assez corpulent décolla devant lui. Il portait une charge importante sous le ventre de sa structure. L'hélico avait la forme d'un Skycrane, mais c'était une autre marque qui semblait totalement nouvelle. Blofeld pensa qu'il devait s'agir d'un nouveau radar devant être installé sur l'île. Un radar de surveillance dit Doppler, mais qui avait la particularité de rouler au sol. L'île artificielle était surélevée du niveau de la mer, au moins 100 pieds. Blofeld donna l'ordre à ses hommes de main de monter et tester le nouveau radar roulant. Arrivé à l'hôtel, il décida de visiter Sortilège qui l'attendait dans sa chambre. Stavro Blofeld, habillé de son costume gris à boutons dorés, prit un ascenseur et alla frapper à la porte de la chambre de la jeune femme et jeta son poing dans sa poche droite où se trouvait une arme à feu, puis frappa à la porte. Sortilège ouvrit immédiatement le cœur serré. Il entra poussant la porte avec violence, le regard plein de colère. Sortilège effrayé referma la porte. « Tu as commis une grave faute, lui dit-il. Il sortit de sa poche gauche une bande sonore en cassette faite de matière plastique. Pourquoi as-tu informé Interpol de mes activités et de l'existence de cette île ?» Sortilège, dont le comportement devint gauche, fut saisi d'effroi. Elle demanda pardon d'un air surpris. « C'était un moment de non-attention, j'étais distraite. Je ne pensais jamais que cela t'offenserait. J'ai dû parler sans me retenir vu la joie qui allait venir, en amusement et fric avec tout ce beau monde. » Ernest ria fortement, un éclat de rire indéfinissable. L'idée de supprimer Sortilège s'éclipsa de son esprit. En parlant avec sa douce voix, Blofeld avait cessé d'être le terrifiant tueur pour se muter en animal docile et affectueux. Bientôt, des célébrités vont débarquer sur l'île, des milliardaires qui ne viennent ici que pour s'amuser et oublier leurs problèmes. Tu devras leur rendre le séjour très agréable. Sortilège acquiesça de la tête, l'air la plus soumise possible. Il lui tendit un chèque bancaire avec une grosse somme d'argent et lui dit « Je tiens à ce qu'il ne manque de rien. Prends un avion et rapporte les meilleurs champagnes et toasts que tu puisses trouver. Les banquets doivent être supérieurs dans l'intérêt de la survie de cette base. » Déjà, un énorme jet militaire se posait sur la piste. Blofeld pensa aussitôt au matériel du programme spatial. Il savait que bientôt il pourrait lancer des fusées à partir de sa plateforme maritime. Il pourrait lancer des fusées. Il quitta Sortilège, l'air absorbé dans ses pensées.